Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal d'information locale. Nous sommes le jeudi 20 janvier, voici les titres de cette édition. Seine-et-Yvelines Numérique fête ses 5 ans. Objectif du syndicat, déployer le très haut débit sur le territoire et développer des services. Bilan 5 ans après sa création, quel projet à venir? Et nous évoquerons aussi l'installation de la fibre dans le département qui touche à sa fin. Il a conçu les arcades du lac à Montigny-le-Bretonneux. Ricardo Bofill est décédé mardi. L'architecte espagnol novateur a participé à la construction de près de 600 logements à Saint-Quentin-en-Yvelines. Retour sur son parcours. Le yoga Vinyasa, c'est l'alliance entre le sport et le bien-être. Au programme, exercices de respiration et posture pour solliciter les muscles profonds. Quelle différence avec le yoga classique? Découverte de cette discipline dans ce journal. Et nous parlerons également de Virtual Class, c'est une plateforme de soutien scolaire lancée par une jeune Yvelinoise, mais aussi les circonscriptions du département à suivre pour les législatives. Yvelines Fibre est sur le point de raccorder à la fibre les 2 dernières communes yvelinoises de son contrat. Allainville et Paray-Douaville devraient en bénéficier à la fin du printemps prochain. Un raccordement dans le département qui a débuté en 2019. Les précisions de Mélanie Poquet. Des travaux qui ont débuté sur la N191. Les équipes d'Yvelines Fibre vont bientôt relier les communes d'Allainville et de Paray-Douaville à la fibre. Ce sont les 2 dernières villes concernées par les chantiers d'Yvelines Fibre. Les défis autour de Allainville et de Paray-Douaville, c'est que il y a des bourgs, mais il y a également des hameaux qu'il faut aller chercher. Donc on a déjà été en chercher un sur Paray-Douaville qui s'appelle Obville et lui qui est déjà ouvert. Mais par contre, il y a aussi pas mal de fermes isolées. Et donc là, on a des travaux de génie civil sur également plus ou moins 1 kilomètre pour aller chercher différents hameaux. Avec ce dernier chantier, Yvelines Fibre aura équipé 150 communes, près de 4 ans de travaux qui représentent 5000 km de câbles et 200 km de tranchées. Le territoire yvelinois augmente en termes de population, en termes de maisons. Donc il y a des nouveaux collectifs, il y a des nouvelles maisons qui se construisent et toutes ces maisons-là ou tous ces nouveaux collectifs, il faut continuer à les rendre éligibles à la fibre. Donc on a aujourd'hui pas mal de chantiers qui sont en cours, c'est-à-dire que les promoteurs nous consultent pour savoir comment ils peuvent raccorder leur programme immobilier à la fibre optique, compte tenu que Orange ne propose plus de cuivre dans ces nouveaux bâtiments. Donc pour que les gens aient Internet, c'est la fibre ou rien du tout. Le déploiement aujourd'hui de 95% a débuté en avril 2019 du côté d'Évêquemont et de 7 autres communes. Et déployer des services numériques sur le territoire, c'est la mission de Seine-et-Yvelines Numérique. Et pour en parler, vous êtes avec nous, Bertrand Coquart, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Seine-et-Yvelines Numérique. Vous travaillez notamment donc, en collaboration avec Yvelines Fibre, dont on vient de voir le reportage. Seine-et-Yvelines Numérique donc, fête ses 5 ans, je le disais en titre tout à l'heure, cette année. Quel bilan vous dressez de ces 5 années d'existence ? Eh bien, oui, un bilan qui est très bon. On a agi sur 3 principaux axes. On en a parlé. C'est important de déployer la fibre dans la zone publique. Vous savez qu'aujourd'hui, le déploiement de la fibre peut être fait sur une zone, je dirais, privée, qu'on appelle AMI, dans lequel les opérateurs investissent parce que souvent, c'est très rentable. Et vous avez les zones plutôt rurales, zones publiques, dans lesquelles ça coûte un peu d'argent. Donc, on a fait un montage, effectivement, avec Yvelines Fibre pour pouvoir s'assurer que 95% du territoire des Yvelines pourrait être couvert, même les petits hameaux et les petites fermes. Et c'est le cas, on l'a dit, on va terminer avec les 2 derniers hameaux en 2021. Ça représente quand même près de 103 000 foyers qui ont été fibrés, de même que l'intégralité des collèges, qui était un axe important aussi pour le département et pour Seine-et-Yvelines Numérique. Justement, vous venez d'en parler, je vais rebondir là-dessus parce que l'équipement numérique des élèves justement et des collégiens, c'est aussi un peu votre cheval de bataille. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que vous avez un peu des chiffres à nous donner, un bilan là-dessus aussi? Absolument. Ce qui est vraiment primordial, c'est de pouvoir s'assurer d'un débit rapide. Donc, la fibre nous a permis de le faire. À partir de là, on a pu avoir un pilote que l'on a fait dans 17 collèges pendant 3 ans en collaboration avec l'Éducation nationale, dans lequel on a déployé pour les 6e et les 5e et les enseignants plus de 11 000 tablettes, on dirait un cartable numérique qui est composé d'une tablette et d'outils applicatifs et de sécurisation. Et on a un bilan qui est extrêmement bon, puisqu'à l'issue de ces 3 ans, on a vu le niveau progresser dans les classes équipées d'un niveau pour les mathématiques et le français, et encore plus pour les collèges en zone REP+, vous savez, en zone défavorisée. Donc ça fonctionne. Le taux d'utilisation est monté crescendo jusqu'à plus de 60%, donc il y a une vraie adhésion du corps enseignant
et des élèves. Donc, on en est très, très satisfait et on en parlera après dans les projections sur les années à venir, mais on pense qu'on pourra l'étendre au bloc communal à partir du CM1 et éventuellement à tous les collèges si le conseil départemental le souhaite. Pour voir un petit peu si on compare l'accès au numérique sur le territoire avec le département des Yvelines, justement avec d'autres départements, où est-ce qu'on se situe à peu près? On est à 95% du territoire couvert en haut débit, hein, grâce à l'implication très importante du conseil départemental, comme je l'ai expliqué sur les zones publiques. Ça fait quasiment, je vous dis 95% du territoire couvert, donc c'est plutôt très, très satisfaisant. Est-ce qu'on fait partie justement des départements qui sont le plus couverts, où il y a le plus accès finalement à ce numérique? Absolument. On a fini, ça faisait partie du plan de l'État hein, qui nous avait donné jusqu'en 2023 pour tout fibrer. On a fini 2 ans avant. Donc on en est très fiers. Effectivement, on est avant-gardiste là-dessus. On est parti très tôt, hein, dès 2016. C'est aussi pour ça qu'a été créé le syndicat mixte ouvert avec 300 adhérents qui est Seine-et-Yvelines Numérique. Là, pour 2022, plusieurs projets ont déjà été lancés, hein, comme par exemple l'équipement individuel mobile dont on parlait et qui se poursuit pour 2022. Vous lancez également une offre dédiée aux collectivités sur la vidéoprotection de la voie publique. Autre enjeu, c'est la protection dans le domaine du numérique avec la cybersécurité. Je voulais faire un point là-dessus avec vous parce que ça fait écho sur le territoire puisque l'année dernière, plusieurs collectivités yvelinoises ont été victimes de cyberattaques. Comment vous vous engagez sur ce sujet ? C'est effectivement important, la cybersécurité aujourd'hui. On a fait des matinales hein, à Seine-et-Yvelines Numérique qui permettent d'accueillir un petit peu tous les différents acteurs. Et je retiens le mot d'un des maires qui était attaqué, qui disait ce n'est plus une question de est-ce qu'on va se faire attaquer ou c'est plutôt quand. Et donc, il faut que ces collectivités territoriales et locales soient armées pour ça. Donc, on a une offre que l'on va déployer qui est sur 2 axes, qui est une offre, je dirais, complète en termes d'équipement, de recommandations et de suivi, et une offre qui est plutôt à l'adresse des communes en termes d'équipement plutôt logiciel de sécurisation et on va déployer cette offre à partir de 2021. Donc ça va vraiment de l'analyse du système informatique, voir s'il y a des failles, à la préconisation de matériel et à une solution d'intervention également par des gens et des entreprises TPE qui ont été sélectionnés pour venir intervenir rapidement, puisqu'évidemment, l'idée, c'est que les collectivités attaquées n'aient pas à payer de rançon et ne soient pas immobilisées trop longtemps. Donc ça, c'est un des services pour 2022. Peut-être dernière question avant de vous quitter. Justement, quelles sont les autres actualités? J'ai brièvement effleuré quelques services que vous allez proposer ou que vous proposez déjà. Mais pour 2022, quelles sont les autres actualités à venir? 2 actualités très rapides, vous l'avez dit. La vidéoprotection sur la voie publique, c'est quelque chose qui est très important, qui coûte de l'argent. Aujourd'hui, on a des polices municipales qui se déploient, mais qui ne sont pas en capacité d'être derrière des écrans 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, c'est quelque chose que pourra proposer le syndicat à travers un centre de supervision urbain. La loi a changé et permet maintenant à des agents de pouvoir regarder les images et interpeller soit la police nationale, soit les polices municipales directement, et donc de faire bénéficier d'une sécurité accrue. Donc c'est une offre que l'on adresse également au bloc communal ou intercommunal, une offre importante qui est demandée. Et le dernier point, on a parlé du déploiement des véhicules électriques. Aujourd'hui, il y a besoin d'avoir des bornes de recharge, surtout sur le territoire rural, avec quelques adaptations. Donc, on est aussi engagé sur le déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques, que ce soit l'installation, la gestion, mais également la maintenance. Donc, c'est un des points forts. Il y en a d'autres hein, au niveau de la dématérialisation, mais ce sont 3 axes forts du syndicat pour les années à venir. Voilà, ce sont les gros projets, on va dire, pour les années à venir, comme vous venez de le dire. Parfait, écoutez, c'est bien noté. Merci pour ces explications, Bertrand Coquart. Merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le président de Seine-et-Yvelines Numérique. Sarah Guihanan a seulement 16 ans et pourtant elle est la fondatrice de Virtual Class, une plateforme d'aide scolaire en ligne. Les cours sont dispensés par les étudiants du supérieur et sont totalement gratuits. Le reportage de Célia Gatsongo et Margot Gésio.
Sarah Guinan a 16 ans, elle est lycéenne et lors du premier confinement, elle décide de créer Virtual Class. La classe virtuelle, c'est tout simplement en fait une plateforme, je dirais, où on a mis en lien des professeurs bénévoles qui sont généralement des étudiants qui aspirent à devenir professeurs et des élèves de tout niveau. Quand je dis tout niveau, c'est soit des personnes en difficulté ou des personnes qui souhaitent se perfectionner. Et c'est un vrai succès. Aujourd'hui, 15 étudiants du supérieur sont professeurs bénévoles et une centaine d'élèves en première année de terminale profitent de ces cours en visioconférence. Généralement, ils viennent de France, du coup, il arrive qu'on en ait qui viennent de l'étranger, qui ont un programme français. Les jeunes doivent simplement remplir un formulaire d'inscription disponible sur le site. Sarah, elle-même élève de première, participe aux cours et consacre une grande partie de son temps libre à la gestion de cette plateforme. Elle combine cette activité avec son planning de lycéenne déjà bien chargé. Non, je trouve que c'est pas si compliqué que ça, faut juste trouver une organisation. Là, en ce moment, j'y travaille plus souvent parce qu'en fait, il y a les oraux du bac de français qui viennent ce samedi. Pour le moment, les cours sont uniquement adressés aux étudiants en première année de terminale, mais Sarah souhaite ouvrir la plateforme à d'autres niveaux dans les années à venir. Et le monde de l'éducation au bord de la rupture, plusieurs syndicats comme le SNES-FSU, la CGT ou encore la FCPE ont appelé à la grève ce jeudi 20 janvier. Elle fait suite à la mobilisation de jeudi dernier notamment. Le personnel scolaire est en colère, il dénonce un protocole sanitaire inapplicable dans les écoles et demande des prises de décision claires. Dans l'académie de Versailles, le taux de participation au mouvement de grève de ce jeudi 20 janvier était de 2% pour les enseignants du premier degré et 3% pour le second degré. Selon les chiffres de l'Académie, des chiffres en baisse par rapport à la semaine dernière. Jeudi 13 janvier, le taux de participation s'élevait à 43% pour le premier degré, 22% pour le second degré, toujours selon les chiffres de l'Académie. Une grève pourrait être reconduite le 27 janvier prochain. Et notre dossier de la semaine est consacré aux élections législatives de 2022. Focus aujourd'hui sur la deuxième circonscription des Yvelines. En 2017, elle a basculé au centre avec le MoDem et la majorité présidentielle de La République En Marche. Un basculement alors qu'elle était ancrée à droite depuis 1958. C'est aussi le berceau politique des premiers mandats de Valérie Pécresse. Les enjeux sur ce territoire entre Versailles-Grand Parc et la vallée de Chevreuse avec Nicolas Dandry. La deuxième circonscription des Yvelines devrait attirer de nombreux regards, une circonscription représentée entre 2002 et 2007, puis entre 2012 et 2015 par Valérie Pécresse, l'actuelle candidate Les Républicains pour les élections présidentielles 2022. Depuis 2017, Jean-Noël Barrot, député MoDem, représente les administrés de ce territoire. Je ne pense pas que les Français s'intéressent aux législatives à ce stade. Je pense qu'ils s'intéressent à leur quotidien et à l'impact qu'a la pandémie. Et puis ensuite viendra le temps de la présidentielle, puis ensuite le temps des législatives. À la fois territoire d'innovation de Paris-Saclay et poumon naturel de la vallée de Chevreuse, la deuxième circonscription des Yvelines s'étend de Viroflay en passant par Vélizy-Villacoublay et Versailles-Sud jusqu'à Cernay-la-Ville. Elle regroupe près de 120 000 habitants dans ces 20 communes du sud-est du département. La mobilité autour du RER B ou de la future ligne 18, les thématiques autour de la pandémie, de la ruralité ou du logement sont autant de préoccupations sur ce territoire. Je mets la crise sanitaire au premier rang des priorités et des questionnements. Sur les différents sujets que je viens d'aborder, sur le sujet des mobilités, sur le sujet des nuisances sonores, sur le sujet du logement et de la construction de logements, on a essayé de travailler au plus près du terrain avec toutes les parties prenantes associées ou intéressées à ces problématiques, avec les élus locaux. Autre potentiel candidat, Pascal Thévenot. En janvier 2016, pour occuper la présidence de la région Île-de-France, Valérie Pécresse a été contrainte de démissionner de son siège à l'Assemblée nationale. Une élection législative partielle a été organisée. Vainqueur, le maire de Vélizy-Villacoublay devient député de la deuxième circonscription. Mais lors du scrutin de 2017, le candidat des Républicains s'est incliné au second tour face à Jean-Noël Barrot. Il avait obtenu 42% des voix contre 58% pour le candidat du MoDem. En 2022, Pascal Thévenot participera à nouveau au scrutin législatif. C'est en plus un territoire que je connais bien. Moi, j'y suis né, je suis enraciné, j'ai une implantation forte au niveau associatif dans la circonscription. On a une circonscription qui est... On a la chance d'avoir une petite France, hein. Il y a une zone économique forte, urbanisée, qui est Vélizy. On a du patrimoine, une ville patrimoniale, hein,
royale avec Versailles, on a la vallée de la Bièvre, la vallée de Chevreuse, une partie 50 en Yvelines avec Magny-l'Amour. Donc finalement, on a à peu près toutes les problématiques qu'on peut retrouver au niveau national. Lors des dernières législatives, Jean-Noël Barrot avait mis fin à 60 ans de mandat à droite sur cette circonscription. Cette situation ne restera-t-elle qu'une parenthèse centriste ou la majorité présidentielle va-t-elle confirmer son ancrage? Réponse en juin prochain. Nadia Hé, ministre chargée de la ville, s'est rendue ce jeudi 20 janvier à Mézières-sur-Seine. Objectif de la visite, inaugurer l'espace France Service de la commune, un accueil de proximité pour accompagner les citoyens dans leur démarche administrative, par exemple faire sa déclaration d'impôt en ligne ou encore son suivi Pôle emploi. Au programme de l'inauguration, visite guidée de la structure et présentation des différents services proposés. Ricardo Bofill, l'architecte mondialement connu, est mort vendredi 14 janvier à l'âge de 82 ans des suites du Covid-19. L'Espagnol est notamment connu dans les Yvelines pour être le concepteur des arcades du lac dans le quartier de la Sourderie à Montigny-le-Bretonneux. Le reportage de Mathilde Francou et Patrick Jacques de Dixmuth. En Île-de-France, il était célèbre pour avoir réalisé les espaces Abraxas à Noisy-le-Grand, la place des Colonnes à Cergy-Pontoise ou encore la place de Catalogne à Paris. Ricardo Bofill est mort le 14 janvier à l'âge de 82 ans, emporté par le Covid-19. Dans les Yvelines, il était connu pour être le concepteur des arcades du lac au sein du quartier de la Sourderie à Montigny-le-Bretonneux. Réalisé de 1978 à 1982, l'ensemble architectural est surnommé le Versailles du peuple. Ça touche un peu, comme tout le monde dit que c'est le Versailles du peuple. Voilà. Au moins, ici, tout le monde peut venir et prendre un pique-nique, discuter un peu, faire son sport. C'est vraiment au service de la personne. Je suis déçu qu'il soit décédé si vite. Mais bon, enfin, le fait qu'on en parle déjà, c'est-à-dire qu'il va rester un petit peu dans l'histoire déjà. Je dirais que c'est un quartier qui possède une architecture très spéciale. Qui a tendance à ressembler au château de Versailles, c'est ce que voulait l'architecte, il me semble. Et ce qui est très bien, c'est que c'est beaucoup visité, c'est très agréable à vivre, c'est très calme. Avec la pièce d'eau à côté, on a plein d'oiseaux migrateurs. C'est un quartier très très calme, très familial. En fait, on a l'avantage que ce soit complètement piéton, donc du coup, pour les enfants, c'est idéal. L'architecte novateur aimait réaliser l'impossible. Il a construit 380 logements sur le bassin de la Sourderie. Le site devient emblématique dans les années 80. Il y a beaucoup de grands noms qui sont de l'architecture qui sont associés à Saint-Quentin en Yvelines. Ricardo Bofill fait partie de ces grands noms. C'est aussi une fierté dans le sens où c'est la première grande réalisation de Bofill en France. Et c'est un ensemble qui a toujours été emblématique. 4 ans plus tard, Ricardo Bofill a complété son œuvre avec la construction de 200 logements baptisés les Temples et Templettes. Ce nouveau quartier est situé de l'autre côté du lac à Voisins-le-Bretonneux. Ces lieux ont inspiré de nombreux artistes comme Nekfeu, Soprano et Nino qui ont enregistré leurs clips. Et du sport à présent, aujourd'hui TV78 vous propose de découvrir le yoga vinyasa, une discipline sportive qui permet d'enchaîner plusieurs postures physiques avec des exercices de respiration. Nous sommes allés découvrir ce style de yoga à Versailles, un reportage de Michael Elmidoro. Relâchez les épaules, relâchez la mâchoire inférieure, lissez votre visage. Et connectez-vous à votre respiration. À chaque début de cours, Johanna invite ses élèves à lâcher prise pour réaliser au mieux leur séance de yoga vinyasa. Depuis une dizaine d'années, cette Versaillaise pratique cette discipline développée au cours du XXe siècle. C'est un yoga qu'on pratique en musique souvent, qui est un petit peu plus dynamique puisqu'en fait on enchaîne les postures au rythme de la respiration. Donc on va les tenir un peu moins longtemps que dans une séance classique de Hatha Yoga, mais on va en faire plus et on va demander un petit peu plus d'engagement physique. Vous l'aurez compris, malgré l'ambiance tamisée et relaxante, les 5 élèves présents ce jour-là vont transpirer. Après un échauffement de 10 minutes, ils enchaînent les postures en rythme avec leur respiration. Essayez d'y aller en douceur, de bien dissocier chaque partie. Et expirez, arrondissez, on enroule le coccyx.
le milieu, le haut du dos, on pousse sur ses mains. Ces exercices ont pour but de solliciter les muscles profonds. Les muscles profonds, c'est tous ceux qui permettent de soutenir le squelette. On pense souvent aux transverses qui sont les muscles du ventre plat, au psoas aussi qui peut être en cause dans les mal de dos quand il n'est pas assez étiré. C'est le muscle qui relie le fémur au dos. Et ensuite, on travaille aussi la force dans les bras. On travaille aussi la souplesse et les équilibres. Après 1 heure, la séance semble avoir porté ses fruits. C'est pas impressionnant peut-être comme ça, mais ça permet de travailler l'équilibre, les muscles profonds et c'est quelque chose qui est assez sportif. Ouais. Moi j'avais beaucoup sous-estimé, je pensais que c'était facile et au final pas du tout. Par exemple je fais de la musculation à côté et maintenant j'arrive beaucoup mieux à passer tout ce qui est pompe. On a vraiment renforcé même le haut du corps et j'ai vraiment raffermi ma sangle abdominale, ce que je pensais pas du tout. Selon Johanna, cette discipline est accessible à tous. La professeure conseille de faire 1 à 2 séances par semaine pour pouvoir sculpter à la fois son corps et son esprit. Si vous voulez tester, le forfait est de 140 € pour 5 cours. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TV78.